La pluie battait contre les fenêtres du bureau comme des doigts tapant impatiemment sur le verre. Sarah Thompson regardait les gouttelettes dévaler la vitre, chacune emportant un autre fragment de son espoir. Elle ne savait pas que dans exactement 43 minutes, son monde entier s'effondrerait et se reconstruirait de façon qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Bienvenue. Dites-moi de quelle ville vous me regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, écoutez cette histoire. Sarah pressa ses doigts tremblants contre le clavier, tapant les rapports mensuels que personne ne la remercierait jamais d'avoir faits. Son superviseur Gregory Hale était assis à 9 mètres de là, sa voix résonnant à travers les appels téléphoniques sur les marges bénéficiaires et les réductions de coûts. Pour lui, elle était un meuble utile et remplaçable. Max, 7 ans, l'attendait au programme périscolaire. Encore. Elle lui avait promis McDonald's pour le dîner parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'épicerie avant vendredi. La honte brûlait dans sa poitrine comme de l'acide, mais elle l'avala. Elle l'avalait toujours. Avez-vous déjà ressenti l'invisibilité dans une pièce pleine de monde? Sarah maîtrisait cet art. 22 mois qu'elle travaillait chez Nexacor, l'entreprise technologique de taille moyenne de Seattle, nichée entre les tours scintillantes du centre-ville. 22 mois à arriver tôt, rester tard et regarder Grégory s'attribuer le mérite de son travail. 22 mois de sourire poli quand il l'appelait Sally au lieu de Sarah. 22 mois à prétendre que cela n'avait pas d'importance, mais aujourd'hui semblait différent. Les rapports financiers étalés sur son bureau racontaient une histoire qui lui nouait l'estomac, des chiffres qui ne collaient pas, des dépenses qui s'évaporaient dans les airs. De l'argent coulant vers des comptes qui ne devaient pas exister. Elle fixa l'écran jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Puis elle imprima tout sur du papier qui lui semblait être des preuves entre ses mains. Lourd, dangereux, important. Le rire de Grégory résonnait depuis son bureau, sec et creux. Sarah plia les papiers et les glissa dans son sac à main. La voix de sa grand-mère chuchota depuis sa mémoire. Parfois, les vérités les plus importantes se cachent à la vue de tous, petit oiseau. Sa grand-mère était en partie Suquamish, en partie immigrante irlandaise, toute sagesse. Elle avait enseigné à Sarah que le silence n'était pas toujours de la faiblesse. Parfois, c'était de la stratégie. Mais Sarah se demandait si elle était restée silencieuse trop longtemps. Le téléphone sur son bureau hurla. La voix de Grégory grésilla dans le haut-parleur comme du verre qui se brise. « Sally, viens ici, maintenant. » Les mains de Sarah tremblèrent alors qu'elle marchait vers son bureau. Le tapis sous ses pieds lui semblait être des sables mouvants, chaque pas l'enfonçant plus profondément dans quelque chose dont elle ne pouvait s'échapper. Le couloir s'étendait à l'infini, les néons bourdonnant leurs chansons monotones de désespoir corporatif. Grégory ne leva pas les yeux quand elle entra. Il continua à taper, ses doigts attaquant le clavier comme un pic-vert perforant du bois mort. Le silence s'étira entre eux, épais et toxique. « Assieds-toi », dit-il finalement, sans la regarder encore. Sarah se percha sur le bord de la chaise, le dos droit, les mains jointes. 22 mois de pratique lui avaient appris comment se faire petite, comment occuper le moins d'espace possible dans un monde qui lui rappelait quotidiennement qu'elle n'y avait pas sa place. « Le comte Morrison a 3 jours de retard », dit Grégory, sa voix plate comme du béton. « Le client a appelé ce matin. Furieux ne commence même pas à couvrir ça. » La bouche de Sarah devint sèche. « Monsieur, j'ai soumis les rapports préliminaires lundi, et j'attends votre approbation pour passer à la phase finale. J'ai envoyé 3 emails. » « Ne fais pas ça. » La paume de Grégory frappa le bureau comme un coup de feu. « Ne trouve pas d'excuses. Ne me blâme pas pour ton incompétence. J'en ai marre de couvrir pour toi. » Les mots la frappèrent comme des coups physiques. Chaque syllabe conçue pour couper, diminuer, effacer toute dignité qu'elle pensait posséder. Sarah sentit la bague de mariage de sa grand-mère, la seule chose de valeur qu'elle possédait, pressée contre son doigt comme un rappel. « Je comprends que vous soyez contrarié, monsieur. »
Mais si nous pouvions réviser la chronologie ensemble, je pense que vous verriez... Tu penses? Grégory rit, mais il n'y avait aucun humour dedans, seulement de la cruauté. Tu penses comprendre les affaires? Tu penses comprendre la pression? Madame, tu classes des papiers et réponds au téléphone. Tu es une secrétaire avec des illusions de grandeur. L'air dans la pièce s'épaissit. Sarah ne pouvait plus respirer correctement. Sa gorge se referma autour des mots qu'elle voulait dire mais ne pouvait pas. Cet homme n'avait jamais vu son travail jusqu'à 3 heures du matin. Il n'avait jamais vu son fils manger des céréales pour le dîner parce qu'elle lui avait donné sa portion de vraie nourriture. Il n'avait jamais su ce que cela signifiait de choisir entre le loyer et les médicaments. « Monsieur, avec respect, j'ai géré le compte Morrison depuis le début. Je connais chaque détail, chaque échéance. Si vous pouviez juste me donner un jour de plus... » Un jour de plus? Grégory se leva si vite que sa chaise roula en arrière et frappa le mur. Un jour de plus, pourquoi? Gâcher autre chose? Nous coûter plus d'argent? Sarah fixa le sol, comptant les éraflures dans le bois. 1, 2, 3. Chaque marque une petite violence accumulée avec le temps, comme les blessures que Grégory avait infligées à son esprit pendant presque 2 ans. « C'en est fini, » dit-il, sa voix maintenant silencieuse. Le silence était pire que les cris. Le silence signifiait la finalité. « Vide ton bureau. La sécurité t'escortera dehors dans 15 minutes. » Les mots flottèrent dans l'air comme de la fumée d'un feu qui venait juste de consumer tout ce pourquoi elle avait travaillé. La vision de Sarah se brouilla, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Pas ici, pas devant lui. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai un fils. Ce travail signifie tout pour ma famille. Si vous pouviez juste... » 15 minutes, répéta Grégory, se tournant déjà vers son ordinateur. « Oh, et Sally, ne m'utilise pas comme référence. » Sarah sortit de ce bureau avec l'impression de se noyer dans l'air. Le couloir semblait s'étendre pour l'éternité devant des collègues qui trouvaient soudain leurs écrans d'ordinateur fascinants. Devant la salle de pause où elle avait pris d'innombrables déjeuners solitaires. Devant les affiches motivantes qui promettaient le succès à ceux qui travaillaient dur et restaient positifs. Ses jambes bougèrent automatiquement vers son bureau, la mémoire musculaire la guidant tandis que son esprit vacillait. 7 ans. Max avait 7 ans et il avait besoin de fournitures scolaires et de vêtements d'hiver et d'une mère qui pouvait fournir une stabilité de base. Comment lui expliquerait-elle cela? Comment trouverait-elle un autre emploi qui paierait assez pour garder leur petit appartement? La boîte en carton du stockage de fournitures semblait plus lourde qu'elle ne devrait. À l'intérieur, alla sa tasse à café, celle que Max avait décorée avec des empreintes de main pour la fête des mères, sa petite plante en pot, encore vivante malgré le désert fluorescent du bureau, une photo de Max perdant ses 2 dents de devant, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. Carmen de la comptabilité passa, ses yeux pleins de sympathie et de peur. La peur qu'elle puisse être la prochaine. La peur que la gentillesse puisse être contagieuse et lui coûter son propre emploi. Sarah comprit. Dans des endroits comme celui-ci, la compassion était un luxe que personne ne pouvait se permettre. « Je suis désolée », chuchota Carmen en passant, mais elle ne s'arrêta pas de marcher. Sarah hocha la tête, se concentrant sur la tâche d'emballer. Si elle réfléchissait trop à ce qui venait ensuite, elle s'effondrerait ici même entre les classeurs et la moquette industrielle qui sentait la défaite. Le garde de sécurité arriva exactement 15 minutes plus tard. Jeune, apologétique, mais ferme. Il attendit pendant que Sarah rassemblait ses dernières affaires, ses mouvements prudents et délibérés. Elle ne donnerait pas à Grégory la satisfaction de la voir se dépêcher ou paniquer. L'ascenseur descendit en silence, l'emportant loin du seul revenu stable qu'elle avait eu depuis la naissance de Max. Dehors, la pluie de mars de Seattle s'était intensifiée, transformant les trottoirs en rivières qui emportaient tout ce qui était libre et non protégé. Sarah se tenait sous l'auvent du bâtiment, regardant la pluie et essayant de calculer combien de temps dureraient ses économies. 6 semaines si elle était prudente, 4 si Max avait besoin de quelque chose d'inattendu.
Elle sortit son téléphone pour appeler le programme périscolaire, pour leur dire qu'elle serait en retard pour récupérer Max parce qu'elle avait des problèmes de voiture. Un autre petit mensonge dans la série infinie de mensonges qu'elle racontait pour le protéger de la vérité de leur situation. Mais avant qu'elle puisse composer, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Madame Thompson, ici Janet Morrison, du cabinet d'avocats Morrison & Associates. Nous devons vous parler urgemment concernant une question d'héritage. Veuillez appeler dès que possible. » Sarah fixa le message jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Héritage? Elle n'avait plus de famille, sauf Max. Aucun parent qui ait jamais reconnu son existence. Aucun bienfaiteur mystérieux attendant dans les coulisses. Ce devait être une erreur, ou pire, une sorte d'arnaque ciblant des gens comme elle. Des gens assez désespérés pour croire au miracle. Elle faillit supprimer le message. Faillit l'écarter comme une autre blague cruelle que l'univers lui jouait dans sa journée déjà dévastatrice. Mais quelque chose dans le ton formel, quelque chose dans le timing, la fit hésiter. Le numéro du cabinet d'avocat était réel quand elle le rechercha en ligne. Morrison & Associates exerçait à Seattle depuis 47 ans. Leur site web montrait un bureau respectable du centre-ville, des témoignages de clients satisfaits, des articles de presse sur des affaires réussies. N'ayant plus rien à perdre, Sarah appela. « Morrison & Associates, ici Janet Morrison. » « Ici Sarah Thompson. »« J'ai reçu un message à propos d'un héritage. » Une pause. Puis, « Madame Thompson, merci d'avoir appelé. Je réalise que cela doit sembler inhabituel, mais nous avons une affaire d'urgence considérable à discuter avec vous. Serait-il possible pour vous de venir à notre bureau aujourd'hui? » Sarah regarda sa boîte en carton d'affaires de bureau, trempée par la pluie. Son reflet dans les portes vitrées du bâtiment, déformé et vacillant comme quelque chose de pas tout à fait réel. « Aujourd'hui a été compliqué, dit-elle prudemment. Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit? Cela concerne votre grand-père, Madame Thompson, Franklin Northcott. Le nom frappa Sarah comme de l'eau froide. Elle ne l'avait jamais entendu auparavant de sa vie, mais quelque chose au fond d'elle le reconnut. Une sorte de mémoire génétique s'agitant après des décennies de silence. Je suis désolé, mais je pense que vous avez la mauvaise personne. Je n'ai pas de grand-père nommé Franklin, quoi que ce soit. Madame Thompson, la voix de Janet Morrison devint douce. Je comprends votre confusion. Votre mère ne vous a jamais parlé de lui, n'est-ce pas? Les genoux de Sarah faillirent céder. La pluie sembla soudain plus forte, le trafic plus agressif, le monde plus hostile. Comment une étrangère pouvait-elle savoir quoi que ce soit sur sa mère? Sa mère qui était morte quand Sarah avait 19 ans, emportant tous les secrets de famille avec elle dans la tombe. Qui était mon grand-père? Chuchota Sarah. Le fondateur et propriétaire original de Nexacor Industries. Le téléphone glissa des doigts de Sarah et claqua sur le trottoir mouillé. Elle le fixa là, posé parmi les mégots de cigarettes et les débris urbains, la voix de Janet Morrison maintenant un son minuscule et métallique qui se perdait dans la pluie. Au-dessus d'elle, 47 étages plus haut, Gregory Hale était probablement déjà en train d'interviewer sa remplaçante. Quelqu'un de plus jeune peut-être, ou moins cher, ou plus disposé à absorber ses doses quotidiennes de mépris. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il venait de jeter comme un meuble cassé était liée au fondement même de son emploi. Sarah ramassa le téléphone avec des doigts tremblants. Janet Morrison parlait encore, patiente et professionnelle. « Êtes-vous là, Madame Thompson? »« Je suis là, » réussit à dire Sarah. « Je viens juste... J'ai besoin de comprendre. Vous me dites que mon grand-père a fondé Nexacor? L'entreprise d'où je viens d'être viré il y a 10 minutes? » Une autre pause. « Vous étiez employé là-bas? Madame Thompson, cela complique considérablement les choses. Nous devons nous rencontrer immédiatement. Avez-vous déjà eu un moment où tout ce que vous pensiez savoir sur votre vie a soudain basculé?
Sarah se retrouva à accepter de rencontrer Morrison & Associates à 4 heures. Cela lui donnait 2 heures pour aller chercher Max, trouver quoi lui dire sur pourquoi elle était rentrée tôt et d'une manière ou d'une autre traiter l'information impossible que sa mère décédée avait caché toute une histoire familiale. Le directeur du programme périscolaire eut l'air surpris quand Sarah arriva 40 minutes en avance. Mademoiselle Patricia dirigeait le programme depuis 12 ans et savait quels parents venaient tôt parce qu'ils étaient excités et lesquels venaient tôt parce que leur monde s'effondrait. Elle jeta un regard au visage de Sarah et suggéra discrètement que Max pourrait apprécier du temps d'art supplémentaire pendant que sa maman prenait quelques minutes pour s'asseoir dans le salon des parents. Sarah regarda son fils à travers la cloison vitrée, ses petites mains découpant soigneusement du papier de construction en forme qu'elle ne pouvait identifier. La même concentration qu'elle avait héritée de sa mère. Le même épi têtu qui refusait de rester plat, peu importe la quantité d'eau qu'elle utilisait le matin. Qu'avait-elle d'autre hérité sans le savoir? Sa mère avait été une femme pratique, méfiante envers les histoires qui semblaient trop belles pour être vraies. Elle avait eu 2 emplois pour les maintenir à flot après que le père de Sarah ait disparu quand Sarah avait 6 ans. Elle avait enseigné à Sarah à compter sur elle-même, à n'attendre rien des autres, à se faire sa propre voix dans un monde qui ne lui devait rien. Pourquoi aurait-elle caché l'existence d'un grand-père qui possédait une entreprise? Pourquoi aurait-elle laissé les laisser lutter et gratter quand il aurait pu y avoir de l'aide disponible? À moins que l'aide soit venue avec des conditions. À moins que Franklin Northcott ait été le genre d'homme qui utilisait l'argent comme une arme, qui exigeait loyauté et contrôle en échange de sécurité. La mère de Sarah avait valorisé l'indépendance au-dessus du confort, la dignité au-dessus de la facilité. Mais comment Sarah pourrait-elle savoir tout cela sans poser des questions qui ne pourraient jamais recevoir de réponse? Max leva les yeux de son projet artistique et salua de la main, son sourire édenté assez brillant pour alimenter tout le bâtiment. Il n'avait aucune idée que leur vie venait de basculer dans une réalité alternative où sa mère pourrait être liée à la richesse et au pouvoir. Il savait juste qu'elle était la taupe, ce qui signifiait plus de temps ensemble, ce qui était toujours une bonne nouvelle dans son univers de 7 ans. « Prêt à rentrer à la maison, mon grand ?» cria Sarah à travers la cloison. « 5 minutes de plus? Je fais quelque chose de spécial. » Sarah vérifia son téléphone. 3h20. Elle pouvait lui donner 5 minutes et encore arriver au rendez-vous de 4 heures qui pourrait tout changer. Ou ne rien expliquer. Ou s'avérer être une erreur élaborée qui la laisserait plus perdue qu'avant. Que feriez-vous dans sa situation? Faire confiance à la possibilité impossible ou vous protéger de plus de déceptions. Le bâtiment Morrison & Associates se dressait au centre-ville comme une promesse à l'ancienne. Briques et bois, solides et permanents dans une ville de plus en plus dominée par le verre et l'acier. Sarah monta les marches lentement, la petite main de Max dans la sienne, son esprit parcourant des scénarios de conversation qui se terminaient tous par la confusion ou l'humiliation. Le hall sentait le cuir et l'encaustique, comme le succès gagné à travers des décennies de travail soigneux. La réceptionniste sourit sincèrement quand Sarah donna son nom. Aucune trace de la politesse dédaigneuse que Sarah avait l'habitude de recevoir dans les environnements professionnels. « Madame Morrison vous attend dans la salle de conférence. Et voici Max. Nous avons des livres de coloriage et des puzzles s'il aimerait s'asseoir dans notre espace enfant. » Max regarda Sarah pour avoir la permission, ses yeux grands à la mention d'activité spéciale juste pour les enfants. Elle hocha la tête, le regardant s'installer dans un coin conçu spécifiquement pour les jeunes visiteurs. Ce cabinet d'avocats comprenait que les affaires légales affectaient des familles entières, pas seulement les adultes qui signaient les papiers. Janet Morrison s'avéra être une femme dans la 50aine, avec des yeux bienveillants et des mains calleuses qui suggéraient qu'elle avait gravi les échelons depuis des débuts moins privilégiés. Elle fit signe à Sarah de s'asseoir dans une chaise en face d'une table couverte de documents, photographies
et ce qui ressemblait à des plans architecturaux. Merci d'être venu, surtout avec un si court préavis et après ce qui semble être une journée difficile, dit Janet, s'installant dans sa propre chaise. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que tout ce que nous discutons aujourd'hui est confidentiel. Vous n'êtes sous aucune obligation d'accepter quoi que ce soit ou de signer quoi que ce soit. Cette réunion est purement informative. Sarah apprécia la rassurance, mais ses yeux furent attirés par une photographie en noir et blanc au centre de la table. Un homme dans la trentaine, portant un costume de ce qui ressemblait aux années 70, se tenant devant un bâtiment qu'elle reconnut comme l'ancien siège social de Nexacor. « C'est Franklin Northcott », dit Janet, suivant le regard de Sarah. « Votre grand-père. Et ceci. » Elle glissa une autre photo à travers la table. « C'est votre mère à 18 ans. » Le souffle de Sarah se coupa. La femme dans la deuxième photographie avait ses mêmes cheveux noirs, sa même mâchoire déterminée, sa même façon de tenir ses épaules comme si elle était prête pour tout ce qui arrivait. Mais elle souriait d'une manière que Sarah avait rarement vu sa mère sourire, librement, avec espoir, comme quelqu'un qui croyait que de bonnes choses étaient possibles. « Elles se ressemblent », chuchota Sarah. « Elles étaient têtues de la même manière aussi », dit Janet avec un léger sourire. « Votre grand-père a passé des années à essayer de se réconcilier avec votre mère après leur brouille. Il a engagé des détectives privés pour suivre sa vie, pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Il a su pour vous dès le jour de votre naissance. » Les mots frappèrent Sarah comme des vagues, chaque révélation emportant une autre certitude sur son enfance. De quoi était leur brouille? Janet ouvrit un dossier Manila et retira une lettre, jaunie par l'âge. Votre mère désapprouvait certaines de ses pratiques commerciales. Elle sentait qu'il privilégiait le profit aux gens, qu'il perdait de vue les valeurs avec lesquelles il avait commencé l'entreprise. Elle avait 22 ans quand elle a coupé tout contact. Sarah fixa la lettre, reconnaissant l'écriture soigneuse de sa mère avant même que Janet ne la lui tende. La date en haut était 3 mois avant la naissance de Sarah. « Papa, je ne peux pas te regarder devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. L'entreprise était supposée aider les gens, créer des emplois qui payaient des salaires décents et traitaient les employés comme des êtres humains. Au lieu de cela, tu licencies des travailleurs pour augmenter les profits des actionnaires. Tu coupes les avantages pour des familles qui en dépendent. Tu deviens exactement ce que nous avions l'habitude de critiquer chez d'autres corporations. Si c'est à cela que ressemble le succès, je n'en veux aucune part. Ne me cherche pas. N'envoie pas d'argent. Mon enfant et moi ferons notre propre chemin dans le monde avec nos valeurs intactes. Peut-être qu'un jour tu te souviendras qui tu étais. Avec amour toujours, malgré tout, Margaret. Sarah lut la lettre 2 fois, la voix de sa mère résonnant dans chaque mot. La position de principe contre le compromis. L'indépendance farouche, la volonté de sacrifier le confort pour l'intégrité. Il a gardé cette lettre sur son bureau pendant 23 ans, dit Janet doucement. Chaque jour, il la regardait avant de prendre des décisions commerciales. Les mots de votre mère l'ont changé, Madame Thompson. Il a passé les 2 dernières décennies de sa vie à essayer de devenir l'homme qu'elle voulait qu'il soit. Cela ressemblait à apprendre sur un univers parallèle où l'histoire de sa famille incluait richesse et influence au lieu de quarts supplémentaires et d'aides gouvernementales. Sarah toucha la bague de mariage de sa grand-mère, comprenant soudain pourquoi sa mère n'avait jamais parlé du passé. « Quand est-il mort ?» demanda Sarah. « Il y a 6 mois. » Il luttait contre le cancer depuis 2 ans, mais il a continué à travailler presque jusqu'à la fin. L'entreprise signifiait tout pour lui, mais pas de la manière que vous pourriez penser. Il l'avait transformé en exactement ce que votre mère voulait. Des parts d'employés propriétaires, des avantages complets, des programmes de sensibilisation communautaire. Il essayait de construire un héritage dont elle aurait pu être fière. Janet sortit un autre document, celui-ci net et d'apparence légale. Ce qui nous amène à pourquoi nous sommes ici.
Franklin Northcott a laissé son intérêt de contrôle dans Nexacor à sa seule petite fille. Vous, Madame Thompson, 51% de l'entreprise vous appartient. La salle de conférence tomba silencieuse, sauf pour le son du trafic de Seattle 40 étages plus bas et le fredonnement tranquille de Max alors qu'il coloriait à la table des enfants. Sarah fixa le document sans le voir, son esprit essayant de traiter des chiffres qui semblaient fantastiques. 51% de Nexacor, l'entreprise d'où elle venait d'être virée pour incompétence. L'entreprise où Gregory Hale traitait les employés comme des ressources jetables. L'entreprise qui employait plus de 300 personnes à travers l'État. « Ce ne peut pas être réel, » chuchota-t-elle. « Je comprends votre choc, » dit Janet. « Mais il y a plus que vous devez savoir. L'héritage vient avec des conditions. » Bien sûr qu'il y avait des conditions. Dans l'expérience de Sarah, les bonnes choses venaient toujours avec des pièges qui les rendaient impossibles à accepter. Elle se prépara à la révélation qui arracherait cette opportunité incroyable avant qu'elle puisse même traiter ce que cela signifiait. Votre grand-père a établi une fiducie qui exige que vous démontriez le leadership de l'entreprise selon ses valeurs. Vous avez 1 an pour implémenter des changements spécifiques, partage des profits des employés, programme d'investissement communautaire, mesures de durabilité environnementale. Si vous réussissez, l'héritage devient permanent. Si vous n'y arrivez pas, les parts reviennent à une fondation caritative. Sarah regarda à travers la pièce Max, encore en train de travailler joyeusement sur son projet artistique. 1 an pour prouver qu'elle pouvait diriger une entreprise qu'elle n'avait vue que depuis la perspective de l'échelon le plus bas. 1 an pour honorer un grand-père qu'elle n'avait jamais rencontré et une mère qui était morte, en la protégeant d'exactement ce genre de responsabilité. « Et si je n'en veux pas ?» demanda-t-elle. Janet l'étudia attentivement. « C'est votre choix, bien sûr. Mais je devrais vous dire que la structure de gestion actuelle de Nexacor vendrait probablement l'entreprise à un gros concurrent dans 2 ans. 300 emplois disparaîtraient. Les programmes communautaires que votre grand-père a construits seraient éliminés. Tout ce pourquoi lui et votre mère se sont battus se réaliserait. » Le poids de 300 familles s'abattit sur les épaules de Sarah. 300 personnes comme elle, travaillant pour payer le loyer et acheter l'épicerie et donner à leurs enfants de meilleures opportunités. 300 personnes actuellement sous la gestion de gens comme Gregory Hale, qui voyaient les employés comme des lignes sur des feuilles de calcul plutôt que comme des êtres humains avec des rêves et des peurs et des responsabilités. Combien de ces 300 avaient été assises dans leur propre bureau 24 heures plus tôt, tapant des rapports et répondant au téléphone et espérant que leurs compétences silencieuses seraient suffisantes pour les garder en sécurité? Combien avaient des enfants qui attendaient dans des programmes périscolaires? Combien avaient choisi entre l'épicerie et les médicaments? « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit Sarah. « Bien sûr, mais Madame Thompson, il y a une chose de plus. Le délai d'1 an a commencé il y a 6 mois, quand votre grand-père est mort. Il vous reste 6 mois. 6 mois. 183 jours pour apprendre comment diriger une entreprise, implémenter des changements radicaux, et d'une manière ou d'une autre se transformer d'une assistante administrative virée en leader capable d'honorer l'héritage compliqué de sa famille. Avez-vous déjà fait face à un choix qui semblait trop grand pour la personne que vous pensiez être? Puis-je vous demander quelque chose? Dit Sarah alors que Janet commençait à organiser les documents. Comment m'avez-vous trouvé? Ma mère n'a jamais utilisé le nom de son père. Je n'ai jamais été dans aucun système qui me relierait à Franklin Northcott. Janet sourit tristement. Votre grand-père n'a jamais arrêté de vous chercher. Il avait des enquêteurs qui suivaient les registres de mariage de votre mère, votre certificat de naissance, votre inscription scolaire. Il savait où vous viviez, où vous travailliez, quel genre de mère vous étiez pour Max. Il était incroyablement fier de vous, Madame Thompson. Le travail que vous avez fait en élevant votre fils seul, la façon dont vous êtes resté fidèle à vos valeurs malgré la pression financière. Il voyait la force de votre mère dans tout ce que vous faisiez. L'idée d'être observé et évalué sans son savoir
aurait dû sembler intrusive, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis la mort de sa mère. Le sentiment que quelqu'un au monde comprenait ce qu'elle essayait d'accomplir et pensait qu'elle s'en sortait bien. « Il vous a laissé des lettres », continua Janet, sortant une boîte en bois de sous la table. « Une pour chaque anniversaire qu'il a manqué, chaque Noël où il n'était pas là. Il voulait que vous connaissiez l'histoire de votre famille, mais il voulait aussi que vous sachiez qu'il comprenait pourquoi votre mère avait fait les choix qu'elle avait faits. » Sarah accepta la boîte avec des mains tremblantes. C'était du cèdre sculpté, lisse par le maniement, avec de petites charnières de cuivre qui avaient développé une patine verte avec le temps. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'enveloppes, chacune marquée d'une date et d'une occasion. 8e anniversaire de Sarah. Diplôme du lycée de Sarah. Naissance de Max. Naissance de Max. Il avait su pour Max depuis le début, s'était soucié assez pour écrire des lettres à un petit-fils qu'il n'avait jamais rencontré. « Emportez-les à la maison », dit Janet doucement. « Lisez-les quand vous serez prête. » Et Madame Thompson, quoi que vous décidiez concernant l'héritage, ces lettres vous appartiennent. Elles ne sont conditionnelles à rien. Sarah serra la boîte contre sa poitrine en récupérant Max de l'espace enfant. Il avait créé ce qui semblait être un portrait de famille, 2 bons hommes bâtons, se tenant la main sous un arc-en-ciel, avec une maison qui avait trop de fenêtres et un chien qui ressemblait à un chat. « Qui est-ce » demanda Sarah, pointant vers les figures. « C'est nous » dit Max fièrement. « Et c'est notre nouvelle maison, avec une cour pour qu'on puisse avoir un chien. J'ai décidé qu'on aura un chien bientôt. » Optimisme de 7 ans. Sarah enviait sa capacité à croire que les bonnes choses n'étaient pas seulement possibles, mais inévitables. Elle avait perdu cela quelque part dans les années de lutte et de compromis et de se faire petite pour s'adapter dans des espaces qui ne la voulaient pas. Mais peut-être, juste peut-être, il était temps de se rappeler comment occuper l'espace à nouveau. Le trajet en bus à la maison donna à Sarah le temps de fixer par les fenêtres striées de pluie et d'essayer de créer un inventaire mental de tout ce qu'elle savait sur la gestion d'entreprise. La liste était décourageante de brièveté. Elle comprenait les systèmes de classement et la planification et le service client. Elle savait comment lire les rapports financiers grâce à son travail dans le département de Grégory. Elle comprenait la frustration des employés parce qu'elle l'avait vécue pendant presque 2 ans. Est-ce que quelque chose de tout cela la qualifiait pour diriger une entreprise? Leur immeuble d'appartement semblait plus petit quand ils rentrèrent, les couloirs étroits et les murs minces plus notables après avoir passé du temps dans les bureaux solides et spacieux de Morrison & Associates. Sarah déverrouilla leurs portes pour révéler le paysage familier de pauvreté soigneuse, des meubles rassemblés des magasins d'occasion et des ventes de garage, des jouets organisés dans des boîtes en plastique parce qu'ils n'avaient pas de salle de jeu dédiée, des livres empilés sur les rebords de fenêtres parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'étagères appropriées. Mais c'était propre et chaud, et à eux. Les dessins de Max couvraient le réfrigérateur comme une preuve colorée que la créativité pouvait s'épanouir n'importe où. Le petit jardin d'herbe de Sarah prospérait sur l'escalier de secours, défiant la pluie de Seattle et fournissant du basilic frais pour les plats de pâtes qui composèrent la moitié de leur rotation de dîner. « Maman, on peut avoir des spaghettis ce soir ?» demanda Max, déballant son sac à dos avec l'efficacité systématique qu'elle lui avait enseignée. « Et on peut mettre de la musique pendant qu'on cuisine ?» Sarah regarda son fils, vraiment le regarda, et essaya d'imaginer à quoi leur vie pourrait devenir si elle acceptait le défi de son grand-père. De meilleures écoles, certainement. Une maison avec une cour où il pourrait avoir ce chien qu'il avait dessiné. Des économies pour l'université qui ne dépendraient pas de bourse et d'espoir en des miracles. Mais aussi une pression qu'elle n'avait jamais expérimentée. La responsabilité pour des décisions qui affectaient des centaines de familles, la possibilité d'échec sur une échelle qui dévasterait plus que juste leur petit ménage. « Les spaghettis sonnent parfaits, dit-elle, ébouriffant ses cheveux.
Et oui à la musique. Pendant que Max mettait la table avec l'attention soigneuse qu'il donnait à toutes les tâches, Sarah ouvrit la boîte en bois de Franklin Northcott et sélectionna la lettre marquée « 21e anniversaire de Sarah ». Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle dépliait du papier qui avait attendu 15 ans d'être lu. « Ma chère petite fille, aujourd'hui tu as 21 ans, et je me demande quel genre de jeune femme tu es devenue. Es-tu comme ta mère, farouche et pleine de principes et sans peur de défendre ce en quoi tu crois? Es-tu comme moi à cet âge, déterminé à changer le monde, mais pas encore assez sage pour comprendre ce que le changement requiert? J'espère que tu es les deux. J'espère que tu as la clarté morale de Margaret et mon refus têtu d'accepter la défaite. Le monde a besoin de gens qui peuvent voir ce qui ne va pas et insister pour l'améliorer. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, petite fille, mais perdre ta mère était la pire. J'ai laissé le succès commercial importer plus que les relations familiales. J'ai laissé les profits trimestriels éclipser les valeurs que j'avais commencé Nexacor pour promouvoir. Je suis devenu si concentré sur construire quelque chose d'impressionnant que j'ai oublié de construire quelque chose de significatif. Ta mère avait raison de partir. Elle avait raison de te protéger des compromis que je faisais. Mais j'espère qu'un jour, tu comprendras aussi que les gens peuvent changer, que les erreurs peuvent devenir la fondation pour de meilleurs choix. Je travaille pour construire l'entreprise que ta mère voulait que je crée. Chaque jour, je me demande ce que Margaret penserait des décisions que je prends. Chaque jour, j'essaie d'être digne de la seconde chance qu'elle ne me donnera jamais, mais que tu pourrais. Joyeux anniversaire, douce fille, je t'aime plus que tu ne sais. Ton grand-père, Franklin. Sarah essuya les larmes de ses joues et replia la lettre soigneusement. Cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré comprenait quelque chose sur la responsabilité et les valeurs qui lui semblaient familiers, comme une mémoire génétique qui s'éveillait finalement. Il avait passé des années à essayer de devenir quelqu'un que sa fille pourrait pardonner, quelqu'un dont sa petite-fille pourrait être fière. Qu'était-elle prête à passer 6 mois à essayer de devenir? Le lendemain matin arriva gris et brumeux, le temps standard de Seattle, qui correspondait habituellement à l'humeur de Sarah, mais aujourd'hui semblait être une possibilité déguisée en routine. Elle prépara le déjeuner de Max avec un soin supplémentaire, incluant un mot qui disait « Tu rends chaque jour plus brillant », puis le conduisit à l'école à travers des flaques qui reflétaient le ciel comme des miroirs éparpillés. À 9 heures, elle appela le numéro principal de Nexacor. « Nexacor Industries, comment puis-je diriger votre appel? » « J'aimerais parler avec Gregory Hale, s'il vous plaît. » Une pause. « Je suis désolé. Puis-je demander qui appelle? » Sarah prit une profonde inspiration. « Sarah Thompson. J'appelle au sujet de ma résiliation d'emploi hier. » Une autre pause, plus longue cette fois. Puis, « Veuillez patienter pendant que je vous transfère. » La musique d'attente était agressivement joyeuse, conçue pour convaincre les appelants qu'ils étaient importants, tout en les faisant attendre assez longtemps pour reconsidérer quelle que soit la demande qui avait motivé leur appel. Sarah utilisa le temps pour pratiquer ce qu'elle voulait dire, testant différentes approches et écartant celles qui sonnaient trop conflictuelles ou trop apologétiques. Gregory Hale. Sa voix était vive, impatiente, déjà agacée par l'interruption. Monsieur Hale, ici Sarah Thompson. J'aimerais programmer une réunion avec vous aujourd'hui pour discuter des opérations de l'entreprise. Un aboiement de rire. Opération de l'entreprise? Madame, vous avez travaillé ici moins de 2 ans et vous ne pouviez même pas gérer le classement de fichiers. Qu'est-ce que vous pourriez possiblement avoir à dire sur les opérations de l'entreprise? Sarah ressentit la sensation familière de rétrécissement. L'instinct de s'excuser et raccrocher et prétendre que cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais alors, elle regarda les lettres de Franklin Northcott étalées sur sa table de cuisine et se rappela qu'elle demandait cette réunion en tant qu'actionnaire majoritaire, pas en tant qu'ancienne employée cherchant une reconsidération. « Monsieur,
Hale, j'appelle pour vous informer que j'ai récemment pris conscience de mon intérêt de contrôle dans Nexa Core Industries. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'aimerais programmer une réunion pour discuter l'état actuel des opérations et des changements potentiels à l'avenir. Le silence qui suivit était si complet que Sarah se demanda si l'appel avait été déconnecté. Puis la voix de Grégory revint, mais dépouillée de sa confiance agressive habituelle. « De quoi parlez-vous ? » « Je parle de la participation de 51% que j'ai héritée de Franklin Northcott. Je parle de mon droit légal d'examiner les livres de l'entreprise, d'assister aux réunions du conseil et de participer aux décisions opérationnelles majeures. Je parle de demain à 10 heures dans la salle de conférence principale. » Cette fois, le silence s'étira assez longtemps pour que Sarah compte ses battements de cœur. Quand Grégory parla à nouveau, sa voix était soigneusement contrôlée, mais bordée de quelque chose qui pourrait avoir été de la panique. « Si ce que vous dites est vrai, et je ne dis pas que je le crois, alors vous devrez présenter de la documentation au conseil d'administration. Vous ne pouvez pas juste entrer ici en faisant des affirmations sur la propriété. » « Bien sûr, » dit Sarah calmement. « J'aurai mon avocat présenter toute la documentation nécessaire demain matin, 10 heures, Monsieur Hale. » « La salle de conférence principale. » Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre, ses mains tremblant d'adrénaline et de terreur. Dans 24 heures, elle passerait d'être l'assistante administrative virée à être la personne avec l'autorité de virer l'homme qui avait passé presque 2 ans à la faire se sentir sans valeur. Mais d'abord, elle devait comprendre comment être cette personne. Sarah passa le reste de la matinée à lire chaque document que Janet Morrison avait fourni, prenant des notes dans les marges et créant des listes de questions qui révélaient combien elle ne savait pas sur les opérations commerciales. Chiffres de vente, marge bénéficiaire, sondage de satisfaction des employés, accord de partenariat communautaire, chaque page représentait des décisions qui affectaient la vie de vraies personnes. Les résultats du sondage de satisfaction des employés étaient particulièrement troublants. 63% des travailleurs de Nexacor rapportaient se sentir sous-évalués. 47% avaient considéré partir dans l'année passée. La section des commentaires se lisait comme un catalogue de petites indignités et d'opportunités manquées. La gestion n'écoute pas les suggestions des employés. Aucune opportunité d'avancement indépendamment de la performance. On a l'impression d'être juste des numéros sur une feuille de calcul. Sarah reconnut sa propre expérience reflétée dans chaque plainte. Le sentiment d'être invisible à moins de faire une erreur, la frustration de voir de bonnes idées disparaître dans la hiérarchie sans reconnaissance, l'épuisement de travailler dur pour des gens qui traitaient le dévouement comme une obligation plutôt qu'un don. Mais elle vit aussi l'opportunité. Ses employés ne demandaient pas des choses déraisonnables, juste du respect, de la reconnaissance et la chance de contribuer significativement au succès de l'entreprise. La vision de Franklin Northcott, de propriété d'employés et d'investissement communautaire, pourrait adresser la plupart de ces préoccupations tout en améliorant réellement la productivité et la rétention. La question était si Sarah pourrait convaincre un conseil d'administration de soutenir des changements qui pourraient réduire les profits à court terme en faveur de stabilité et croissance à long terme. En fait, la vraie question était si elle pourrait entrer dans cette salle de conférence demain et projeter la confiance de diriger des gens qui prenaient ces sortes de décisions depuis des décennies. Avez-vous déjà dû devenir une version différente de vous-même presque du jour au lendemain? Max rentra de l'école débordant d'excitation à propos d'un projet scientifique impliquant des volcans et du bicarbonate de soude. Il babilla pendant le dîner sur les réactions chimiques et les panneaux de présentation, innocemment confiant que sa mère l'aiderait à créer quelque chose d'incroyable, parce qu'elle le faisait toujours. Sarah écouta et posa les questions appropriées, tandis que son esprit cyclait à travers les scénarios possibles de demain. Meilleur cas, le conseil acceptait sa revendication de propriété et écoutait respectueusement ses propositions. Pire cas, il contestait sa documentation, questionnait ses qualifications et faisait clair qu'elle pourrait posséder des parts mais n'appartenait pas à leur monde. Cas le plus probable,
quelque chose entre les deux qui exigerait qu'elle se prouve à répétition tout en apprenant des leçons compliquées en public. « Maman, ça va ?» demanda Max, faisant une pause dans son enthousiasme volcanique pour étudier son visage. « Tu as l'air inquiète. » Sarah tendit le bras à travers leur petite table pour toucher sa main. 7 ans et déjà habile à lire ses humeurs, déjà prenant la responsabilité émotionnelle de surveiller le bien-être de sa mère. Elle souhaitait pouvoir le protéger de ce fardeau, pourrait lui donner le luxe de l'oubli de l'enfance aux préoccupations adultes. « Je pense aux trucs de travail », dit-elle honnêtement. « Parfois les décisions des grandes personnes sont compliquées. C'est comme quand je dois choisir entre 2 bonnes choses et les 2 choix semblent injustes. » Sarah sourit malgré son anxiété. « Exactement comme ça, mon grand. Exactement comme ça. » Cette nuit-là, après que Max soit endormi, Sarah lut 3 autres lettres de Franklin Northcott. Chacune révélait un homme luttant avec les mêmes questions qu'elle affrontait maintenant. Comment équilibrer profit et principe? Comment prendre des décisions qui honoraient les relations aussi bien que les résultats? Comment diriger les gens au lieu de juste les gérer? Dans la lettre marquée « Diplôme universitaire de Sarah », il écrivait sur la philosophie du leadership. Le vrai leadership ne consiste pas à être la personne la plus intelligente dans la pièce ou avoir toutes les réponses. Il s'agit de créer l'espace pour que l'intelligence des autres personnes s'épanouisse, d'écouter plus que de parler, de se rappeler que chaque décision commerciale affecte des êtres humains qui ont des familles et des rêves et des peurs comme vous. Les meilleurs leaders que j'ai connus étaient des gens qui n'ont jamais oublié d'où ils venaient, qui comprenaient la lutte et le sacrifice et la valeur du travail honnête. Ils prenaient des décisions depuis l'empathie plutôt que l'ego. Je pense que ta mère aurait été ce genre de leader. J'espère que tu le seras aussi. Sarah ferma la lettre et regarda autour de leur petit appartement, aux œuvres d'art de Max couvrant les murs, à son petit mais prospère jardin d'herbe, à l'étagère de livres de bibliothèque qu'elle empruntait religieusement parce qu'acheter des livres était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. C'était d'où elle venait. C'était la perspective qu'elle apporterait à la salle de conseil de Nexacor. Pas la confiance polie de quelqu'un né pour la richesse et le privilège, mais la sagesse durement gagnée de quelqu'un qui comprenait ce qui arrivait aux familles quand les entreprises privilégiaient les profits aux gens. Peut-être que c'était exactement le genre de leadership que Franklin Northcott avait espéré qu'elle fournirait. Sarah Thompson entra dans Nexacor Industries le lendemain matin, portant les lettres de son grand-père dans son sac à main et les documents de Janet Morrison dans une mallette en cuir empruntée à sa voisine. Elle portait son meilleur tailleur, celui qu'elle avait acheté pour les entretiens d'embauche il y a 2 ans, et la bague de mariage de sa grand-mère Polly pour attraper la lumière. La réceptionniste, qui l'avait toujours traitée avec un dédain poli, eut l'air confuse quand Sarah apparut dans le hall à 9h45. « Madame Thompson, je pensais que vous étiez... Je veux dire, n'êtes-vous pas supposée... » « J'ai une réunion avec le conseil d'administration à 10h, dit Sarah calmement. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, leur faire savoir que je suis arrivée? »« Bien sûr, je vais... Donnez-moi juste un moment pour confirmer. » Sarah regarda la jeune femme. Jennifer lisait sa plaque nominative, faire une série d'appels téléphoniques de plus en plus urgents, tout en jetant occasionnellement des regards à Sarah avec un évident ahurissement. Finalement, Gregory Hale émergea de l'ascenseur, son visage un masque soigneusement construit de courtoisie professionnelle qui ne cachait pas tout à fait son hostilité sous-jacente. « Sarah, dit-il, son nom sonnant comme une accusation. « Je dois admettre, je suis curieux de voir quelle documentation vous pensez prouve vos affirmations. Bonjour, Gregory. J'apprécie que vous preniez du temps pour cette réunion avec un si court préavis. » Sarah avait pratiqué cette réponse des dizaines de fois devant le miroir de sa salle de bain, travaillant à frapper le bon équilibre entre politesse et autorité. Elle devait établir sa légitimité sans provoquer inutilement les gens dont elle aurait ultimement besoin de la coopération pour réussir. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage ressemblait à monter en territoire étranger.
Sarah n'avait jamais été au-dessus du 3e étage, n'avait jamais vu les bureaux exécutifs ou la salle de conseil où les décisions d'entreprise étaient prises. Le tapis du couloir était plus épais ici, les œuvres d'art plus chères, l'air lui-même d'une manière ou d'une autre plus propre et plus raréfié. « Le conseil vous attend dans la salle de conférence principale », dit Grégory, l'amenant devant des bureaux avec des vues d'Elliott Bay qui devaient coûter plus par mois que son loyer annuel. « Je devrais vous avertir qu'ils sont quelque peu sceptiques de vos affirmations. »« Je comprends leur scepticisme, » répondit Sarah. « Je serais sceptique aussi à leur place. » La salle de conférence était toute fenêtre et acajou poli, conçue pour projeter succès et autorité. 5 personnes étaient assises autour de la table massive, leurs expressions allant de curieuses à agacées à ouvertement hostiles. Sarah en reconnut 2 des bulletins de l'entreprise, le CFO et le chef des ressources humaines, mais les autres étaient des étrangers qui avaient l'air de prendre des décisions importantes depuis avant sa naissance. « Mesdames et messieurs, » dit Grégory avec une fausse jovialité, « voici Sarah Thompson, qui affirme avoir hérité de l'intérêt de contrôle dans notre entreprise. » Janet Morrison entra derrière eux, portant sa propre mallette et arborant le genre de sourire qui suggérait qu'elle avait attendu ce moment avec impatience depuis des mois. « Bonjour tout le monde, » dit Janet, se déplaçant pour se tenir à côté de Sarah à la tête de la table. « Je suis Janet Morrison, représentant la succession de Franklin Northcott et depuis hier, les intérêts de Madame Thompson en tant qu'actionnaire majoritaire. Devons-nous commencer par la documentation? » Pendant les 40 minutes suivantes, Sarah écouta Janet présenter méthodiquement la fondation légale de sa revendication d'héritage. Certificat de décès, testament, document de fiducie, statut corporatif, résultat de test ADN qui confirmait sa relation à Franklin Northcott. Une piste de papier si complète et professionnelle que le scepticisme du conseil se déplaça graduellement vers une acceptation résignée. « Alors vous nous dites, » dit le CFO, un homme mince avec des lunettes cerclées de fils qui n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, que cette assistante administrative possède d'une manière ou d'une autre 51% de notre entreprise? Ancienne assistante administrative, corrigea Sarah tranquillement. Et oui, c'est exactement ce que nous vous disons. La femme assise en face d'elle, Eleanor Chen, selon la plaque nominative, se pencha avec un intérêt évident. Madame Thompson, en assumant que tout ceci soit légitime, qu'est-ce que vous comptez exactement faire avec cette participation? Avez-vous l'intention de la vendre? Parce que je peux vous dire dès maintenant que plusieurs firmes plus importantes seraient très intéressées à acquérir Nexacor. Sarah se leva, en partie parce qu'être assise la faisait se sentir petite, et en partie parce qu'elle avait besoin de bouger pour contrôler ses nerfs. Elle marcha vers les fenêtres donnant sur le centre-ville de Seattle, rassemblant ses pensées tout en étudiant la ville où elle avait lutté et survécu, et d'une manière ou d'une autre finit dans cette position impossible. « Il y a 6 mois, » dit-elle sans se retourner, « mon grand-père est mort en croyant que les entreprises devraient servir les communautés, pas juste les actionnaires. Il a passé les 20 dernières années de sa vie à essayer de transformer Nexacor en le genre d'entreprise qui crée de la valeur pour tout le monde, employés, clients, voisins, et oui, actionnaires aussi. » Elle se retourna pour faire face au conseil, établissant un contact visuel avec chaque membre à leur tour. « Je ne suis pas intéressé à vendre Nexacor, je suis intéressé à finir ce qu'il a commencé. » Grégory rit, mais cela sonnait forcé. « Et quelle qualification avez-vous pour diriger une entreprise de plusieurs millions de dollars? Quelle expérience en gestion, en planification stratégique, en n'importe laquelle des compétences requises pour le leadership exécutif? » Sarah avait attendu cette question, avait passé des heures à créer une réponse qui reconnaissait son inexpérience tout en soulignant la perspective qu'elle apportait au rôle. « Vous avez raison que je n'ai pas d'expérience exécutive traditionnelle, » dit-elle. « Mais j'ai quelque chose qui pourrait être plus précieux. Je comprends ce que c'est de travailler pour cette entreprise en tant qu'employé régulier.
Je sais ce qui motive les gens et ce qui les démoralise. J'ai vu comment les décisions de gestion affectent les familles et les communautés. Elle ouvrit sa mallette et retira le sondage de satisfaction des employés, distribuant des copies autour de la table. Selon ce sondage, 63% de nos employés se sentent sous-évalués. 47% considèrent de partir. Ce n'est pas un problème de personnel, c'est un problème de leadership. Quand de bonnes personnes se sentent invisibles et non appréciées, la productivité souffre, la créativité meurt et éventuellement, ils partent pour des entreprises qui les traitent mieux. Eleanor Chen lisait réellement les résultats du sondage, son expression pensive. Ces chiffres sont préoccupants, je vous l'accorde. Mais la satisfaction des employés n'est qu'une métrique. Nous devons aussi considérer la profitabilité, la part de marché, le positionnement concurrentiel. Tout cela s'améliore quand les employés sont engagés et engagés au succès de l'entreprise, dit Sarah. Mon grand-père l'a prouvé ces 2 dernières décennies. Les profits de Nexacor ont augmenté chaque année pendant qu'il implémentait des politiques favorables aux employés. Elle fit signe à Janet qui commença à distribuer des rapports financiers montrant la croissance constante de l'entreprise sous le leadership de Franklin Northcott. Programme de partage des profits des employés, avantages complets, initiatives d'investissement communautaire, ce n'était pas juste des politiques de bien-être, continua Sarah. C'étaient des stratégies commerciales intelligentes qui réduisaient le roulement, augmentèrent la productivité et construisaient la loyauté des clients. Le CFO étudia les rapports financiers avec une surprise évidente. Je n'avais aucune idée que Franklin avait implémenté le partage des profits ou que les programmes communautaires généraient autant de publicité positive. Parce qu'il l'a fait tranquillement, dit Sarah. Il n'était pas intéressé par le crédit ou la reconnaissance. Il était intéressé par les résultats. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Grégory avait grandi de plus en plus agité tout au long de la présentation. Maintenant, il se leva brusquement, sa chaise roulant en arrière avec assez de force pour frapper le mur. « C'est ridicule, » dit-il, sa voix montant. Nous sommes supposés remettre le contrôle de cette entreprise à quelqu'un qui ne comprend même pas les principes commerciaux de base? Quelqu'un qui s'est fait virer pour incompétence il y a 2 jours? Sarah ressentit la sensation familière de rétrécissement, la réponse automatique au ton agressif de Grégory. Mais alors elle pensa à Max mangeant des céréales pour le dîner, aux 300 familles dépendant de Nexacor pour leur gagne-pain, à son grand-père passant 20 ans à essayer d'honorer les principes de sa mère. « Monsieur Hale, dit-elle, sa voix stable malgré son cœur qui s'emballait, je n'ai pas été virée pour incompétence. J'ai été virée parce que vous aviez besoin de quelqu'un à blâmer pour votre propre mauvaise planification et communication. Le comte Morrison était retardé, parce que vous avez échoué à approuver les rapports préliminaires pendant 3 jours. Puis m'avez blâmé de ne pas être une lectrice d'esprit. » La pièce tomba silencieuse. Sarah pouvait entendre le bourdonnement lointain du trafic de Seattle et le son silencieux de sa propre respiration. « De plus, » continua-t-elle, « j'ai passé les 22 derniers mois à vous regarder traiter les employés comme des ressources jetables. Je vous ai vu prendre le crédit pour le travail des autres, ignorer des suggestions précieuses et créer une culture de lieu de travail basée sur la peur plutôt que la collaboration. Ce n'est pas du leadership, c'est juste de l'intimidation avec un titre. » Le visage de Grégory devint rouge. « Comment osez-vous ? » »« J'ose parce que je possède 51% de cette entreprise, » dit Sarah fermement. « Ce qui signifie que j'ai l'autorité d'implémenter des changements qui bénéficieront à tout le monde, employés, clients et actionnaires, à partir d'aujourd'hui. » Eleanor Chen eut l'air intriqué plutôt qu'offensé. « Quel genre de changement proposez-vous » Sarah ouvrit les documents de fiducie de son grand-père à la section décrivant les implémentations requises. Partage des profits des employés dans 90 jours. Avantage de soins de santé étendus incluant la santé mentale et le soutien à la garde d'enfants. Formation de gestion axée sur le leadership collaboratif plutôt que le contrôle autoritaire. Programme d'investissement communautaire qui crée des partenariats locaux et une publicité positive.
Elle regarda directement Grégory. Et une révision complète des pratiques de gestion actuelles pour s'assurer qu'elles s'alignent avec les valeurs déclarées de l'entreprise. Le CFO se pencha en arrière dans sa chaise, étudiant Sarah avec un nouvel intérêt. Ces changements nécessiteraient un investissement initial significatif. Comment comptez-vous maintenir la profitabilité pendant la transition? Sarah sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. De la même manière que mon grand-père l'a fait, en traitant les gens assez bien pour qu'ils veuillent contribuer au succès de l'entreprise au lieu de juste collecter des chèques de paie tout en cherchant de meilleures opportunités ailleurs. Que feriez-vous si vous vous trouviez à défendre des principes que vous n'aviez jamais eu le pouvoir d'implémenter auparavant? La réunion continua pendant une autre heure, avec les membres du conseil posant des questions de plus en plus détaillées sur les délais d'implémentation, l'allocation budgétaire et les métriques de succès. Sarah répondit à ce qu'elle pouvait et prit des notes sur les questions qui nécessitaient recherche et consultation avec des experts. À midi, 3 choses étant claires. Sa revendication de propriété était légalement inattaquable, ses changements proposés étaient financièrement viables et Grégory Hale allait la combattre à chaque étape. « J'aurai besoin de temps pour réviser tout ceci », dit Eleanor Chen alors que la réunion se concluait finalement. « Mais Madame Thompson, je dois demander, êtes-vous prête pour la réalité de diriger une entreprise ? Les longues heures, les décisions difficiles, la pression des actionnaires et employés et régulateurs ? Ce n'est pas comme gérer des fichiers et répondre au téléphone. » Sarah rassembla ses papiers lentement, pensant à la question d'Eleanor. Était-elle prête? Probablement pas. Mais était-elle prête à apprendre? Absolument. « Madame Chen, dit-elle finalement, il y a 6 mois, j'étais une mère célibataire vivant de chèque de paie à chèque de paie, essayant de donner à mon fils une vie stable tout en travaillant pour des gens qui me traitaient comme si j'étais invisible. Hier, j'ai été virée de ce travail et j'ai découvert que j'avais hérité d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, je suis entrée dans cette pièce et j'ai convaincu un conseil d'administration de considérer implémenter des changements qui pourraient affecter des centaines de familles. » Elle se leva et regarda autour de la table des visages qui commençaient à montrer du respect au lieu du scepticisme. Suis-je prête? Non. Suis-je qualifiée selon les standards traditionnels? Probablement pas. Mais je comprends quelque chose que l'éducation commerciale traditionnelle n'enseigne pas. Je comprends ce que cela signifie d'être du côté récepteur des décisions de gestion. Je sais ce que ça fait quand quelqu'un avec du pouvoir sur votre gagne-pain vous traite comme si vous n'importiez pas. Elle prit sa mallette et se dirigea vers la porte. Je vais passer les 6 prochains mois à apprendre tout ce que je peux sur diriger cette entreprise. Mais je me rappellerai aussi chaque jour que derrière chaque décision que nous prenons, il y a de vraies personnes avec de vraies familles essayant de construire de meilleures vies. Cette perspective pourrait être plus précieuse que n'importe quel MBA. Sarah sortit de la salle de conférence avec l'impression d'avoir juste survécu à sa première bataille dans une guerre qu'elle commençait seulement à comprendre. Mais elle avait survécu, et plus important, elle s'était établie comme quelqu'un qui appartenait dans cette pièce. Le trajet en ascenseur descendant se sentit différent du trajet montant. Cette fois, elle ne montait pas en territoire étranger. Elle descendait vers un terrain familier comme quelqu'un avec l'autorité de changer les choses. Au 3e étage, elle passa devant son ancien bureau, maintenant occupé par un travailleur temporaire qui avait l'air harassé et dépassé. Sarah s'arrêta, se rappelant toutes les fois où elle s'était sentie exactement de la même manière, tous les moments où un mot gentil ou petit geste de soutien aurait fait une énorme différence. « Excusez-moi », dit-elle au travailleur temporaire, un jeune homme qui ne pouvait pas avoir plus de 22 ans. « Comment va votre premier jour ?» Il leva les yeux avec un soulagement évident d'être reconnu par quelqu'un qui semblait amical. Honnêtement, assez dépassant. J'essaie de comprendre le système de classement de M. Hale, mais il ne semble pas suivre un modèle logique. Sarah sourit. C'est parce qu'il le change tous les quelques mois sans le dire à personne. Voici,
laissez-moi vous montrer une astuce qui pourrait aider. Pendant les 15 minutes suivantes, Sarah enseigna aux travailleurs temporaires les raccourcis qu'elle avait développés pendant 22 mois d'essayer de décoder les méthodes organisationnelles chaotiques de Grégory. Elle lui montra quelles tâches étaient genuinement urgentes et lesquelles Grégory aimait juste étiqueter comme des urgences. Elle expliqua les caprices de l'équipement de bureau et les règles non écrites sur les pauses déjeuner et les horaires de salle de bain. « Wow, merci », dit le jeune homme quand elle finit. Je commençais à penser que j'étais trop stupide pour ce travail. « Faites-moi confiance, » dit Sarah. « Vous n'êtes pas le problème. Le système est conçu pour faire sentir les gens confus et inadéquats. Ne laissez pas ça vous atteindre. » Alors que Sarah quittait Nexacor ce jour-là, elle réalisa qu'elle venait d'avoir sa première expérience de leadership qui se sentait authentique et naturelle. Pas l'autorité formelle de la salle de conseil, mais l'influence informelle qui vient de comprendre ce dont les gens ont besoin et être prête à le fournir. Peut-être que c'était le genre de leader que son grand-père avait espéré qu'elle deviendrait. Les 6 mois suivants passèrent dans un tourbillon de nuits tardives et matins précoces, cours accélérés en gestion d'entreprise et relations d'employés, et d'innombrables réunions avec consultants, avocats et chefs de département qui étaient initialement sceptiques, mais devinrent graduellement prudemment soutenants. Sarah engagea un coach d'entreprise qui se spécialisait dans les entreprises familiales en transition vers un nouveau leadership. Elle s'inscrivit à des cours en ligne en finance corporative et psychologie organisationnelle. Elle lut tout ce que Franklin Northcott avait écrit sur la philosophie d'entreprise et tout ce que sa mère avait gardé sur les droits des travailleurs et les pratiques d'emploi équitable. Mais son éducation la plus précieuse vint de passer du temps avec les employés de Nexacor à tous les niveaux de l'organisation. Elle institua des heures de café hebdomadaires où n'importe qui pouvait s'inscrire pour 15 minutes de conversation non structurée avec elle. Les premières quelques semaines, seulement 3 ou 4 âmes courageuses se présentèrent. Au mois 3, elle avait une liste d'attente. Les conversations étaient révélatrices. Ingénieur logiciel qui avait développé des solutions innovantes, mais ne pouvait pas obtenir l'approbation de la gestion pour les implémenter. Représentant du service client qui avait identifié des modèles dans les plaintes des clients qui pointaient vers des problèmes réparables. Commis comptable qui avait remarqué des inefficacités dans les processus de facturation qui coûtaient à l'entreprise des milliers de dollars annuellement. Sarah prit des notes sur tout, commençant à voir Nexacor non comme une corporation monolithique, mais comme un écosystème complexe de gens intelligents et créatifs, dont le potentiel était systématiquement gaspillé par des structures de gestion qui privilégiaient le contrôle sur la collaboration. Le programme de partage des profits des employés fut lancé au mois 2, malgré les objections vigoureuses de Grégory sur établir des précédents dangereux et saper l'autorité de gestion. Les premiers bonus trimestriels moyennaient 800 $ par employé. Pas assez pour changer dramatiquement la vie de quiconque, mais assez pour démontrer que l'entreprise valorisait leur contribution. La réponse fut immédiate et mesurable. La productivité augmenta de 17%. L'usage des jours de maladie chuta. Le sondage de satisfaction des employés montra une amélioration marquée dans chaque catégorie, avec des gains particuliers dans se sentir valorisé par la gestion et confiance dans le leadership de l'entreprise. Mais le changement le plus significatif fut dans l'atmosphère quotidienne du lieu de travail. Les gens s'attardaient après les réunions pour continuer des conversations productives. La collaboration entre départements augmenta organiquement, alors que les employés se sentaient plus sûrs de partager des idées à travers les frontières hiérarchiques traditionnelles. Les salles de pause bourdonnaient d'enthousiasme genuinement au lieu des sessions de plaintes résignées que Sarah se rappelait de ses jours d'assistante administrative. Grégory combattit chaque changement, sapant les initiatives de Sarah à travers résistance passive, communication stratégiquement fausse et sabotage occasionnel ouvert. Il semblait croire que s'il pouvait la faire échouer spectaculairement assez, le conseil reconsidérerait son leadership et retournerait l'entreprise à ses opérations précédentes.
Ce qu'il ne comprenait pas était que l'autorité de Sarah ne venait pas juste du document légal établissant sa propriété, mais du soutien croissant d'employés qui expérimentaient de première main ce que cela signifiait de travailler pour une organisation qui privilégiait leur bien-être aux côtés des profits. 3 mois dans le mandat de Sarah comme propriétaire majoritaire, Carmen de la comptabilité l'approcha après une des heures de café hebdomadaire. « J'ai besoin de vous dire quelque chose », dit Carmen, jetant des regards nerveux autour. « C'est à propos de M. Hale. » Sarah attendit, reconnaissant le langage corporel de quelqu'un qui voulait partager de l'information importante, mais avait peur des conséquences. « Il a eu des réunions avec des exécutifs de Techno Global, » continua Carmen. « Je traite les remboursements de dépenses, alors je vois les reçus. Multiples dîners dans des restaurants chers avec leur équipe d'acquisition. Appels téléphoniques qu'il prend dans des réunions à porte fermée. Je pense qu'il essaie de vendre l'entreprise de sous vous. » Sarah sentit son estomac chuter. Techno Global était exactement le genre de grande corporation qui éliminerait les politiques favorables aux employés de Nexacor en faveur de mesures de réduction des coûts qui privilégieraient les profits à court terme sur la durabilité à long terme. « Avez-vous de la documentation ?» demanda Sarah. Carmen hocha la tête, sortant un dossier Manila de son sac à main. Copie des rapports de dépenses, horaires de réunion, journaux téléphoniques. Je n'aurais probablement pas dû faire ces copies, mais quelque chose sur toute la situation semblait mal. Sarah accepta le dossier avec gratitude et détermination croissante. C'était exactement le genre de comportement sur lequel son grand-père avait écrit dans ses lettres, gestionnaires qui privilégiaient leur propre pouvoir et gains financiers sur le bien-être des employés qu'ils étaient supposés servir. Mais c'était aussi une opportunité de démontrer le genre de leadership qu'elle essayait de construire chez Nexacor. « Carmen, merci de porter ceci à mon attention. Mais j'ai besoin que vous sachiez que vous ne ferez face à aucune rétorsion pour avoir partagé cette information. En fait, je veux créer des canaux formels pour les employés de rapporter des préoccupations sur les pratiques de gestion sans peur de punition. » Le soulagement de Carmen était visible. « Vraiment ? Parce que je me suis inquiété de ceci pendant des semaines, mais je ne savais pas avec qui parler. Monsieur, Hale a rendu très clair que questionner les décisions de gestion ne sont pas les bienvenus. Cette culture se termine maintenant, dit Sarah fermement. Une partie de construire un meilleur lieu de travail est créer des systèmes où les gens se sentent sûrs de parler quand ils voient des problèmes. Ce soir-là, après que Max soit endormi, Sarah étala la documentation de Carmen à travers leur table de cuisine, aux côtés des lettres de Franklin Northcott et ses propres notes sur la culture d'entreprise et la philosophie de leadership. Les preuves étaient accablantes. Gregory avait négocié avec Techno Global pendant au moins 2 mois, partageant des informations confidentielles sur les opérations de Nexacor, liste de clients et plans stratégiques. Il conduisait essentiellement une prise de contrôle hostile de l'intérieur, se positionnant pour retenir le pouvoir sous une nouvelle propriété, tout en éliminant les politiques favorables aux employés que Sarah avait travaillé si dur à implémenter. Mais alors que Sarah étudiait les documents, elle réalisa quelque chose d'important. La trahison de Gregory avait été négligée et arrogante. Il avait assumé que personne ne prêtait attention à ses activités, que les employés comme Carmen étaient trop intimidés ou trop peu importants pour remarquer ses manigances. Il avait sous-estimé la culture d'engagement et d'autonomisation que Sarah avait été en train de construire. Dans l'ancien Nexacor, Carmen aurait été trop effrayée de rapporter un comportement suspect. Les employés auraient regardé leur tête baissée et espéré pour le mieux, pendant que la gestion prenait des décisions qui affectaient leur futur sans leur contribution. Mais dans le Nexacor de Sarah, les gens se sentaient autonomisés à parler quand ils voyaient quelque chose de mal. Ils faisaient confiance que leurs préoccupations seraient entendues et adressées plutôt qu'écartées ou punies. Cette confiance était sur le point d'être testée d'une manière très publique. Avez-vous jamais dû choisir entre jouer la sécurité et défendre ce en quoi vous croyez?
Le lendemain matin, Sarah appela Eleanor Chen et demanda une réunion d'urgence du conseil. Elle passa 2 heures avec Janet Morrison à préparer une présentation qui exposerait les tentatives de Gregory de saper l'entreprise tout en démontrant simultanément pourquoi la culture, axée sur les employés qu'ils avaient été en train de construire, était à la fois éthiquement correcte et stratégiquement intelligente. À 14 heures cet après-midi, Sarah rentra dans la salle de conférence de Nexacor, mais cette fois, elle se sentait comme elle y appartenait. 6 mois d'expérience lui avaient appris que le leadership n'était pas d'avoir toutes les réponses. C'était de poser les bonnes questions et créer l'espace pour que l'expertise des autres s'épanouisse. « Merci à tous de prendre du temps pour cette réunion d'urgence », commença-t-elle, distribuant des copies de la documentation de Carmen autour de la table. « Je vous ai appelé ici parce que j'ai découvert des preuves d'activité qui menacent l'intégrité et la viabilité future de notre entreprise. » Le visage de Gregory devint blanc alors qu'il reconnaissait les rapports de dépenses et horaires de réunion. Il commença à parler, mais Sarah continua calmement. Pendant les 2 derniers mois, Gregory Hale a conduit des négociations non autorisées avec Technoglobal, partageant des informations confidentielles d'entreprise et discutant des termes d'acquisition sans approbation ou connaissance du conseil. Le CFO étudia les documents avec une alarme croissante. Ces rapports de dépenses montrent plusieurs réunions avec des exécutifs de Technoglobal. « Greg, de quoi diable s'agit-il » Gregory trouva finalement sa voix, mais elle sortit plus haute et plus défensive qu'à l'habitude. Je conduisais des discussions préliminaires sur des opportunités potentielles de partenariat. Rien de plus. Sarah ouvrit sa mallette et retira de la documentation additionnelle que Janet Morrison l'avait aidé à préparer. Les journaux téléphoniques montrent 14 appels au département d'acquisition de Technoglobal le mois passé, dit-elle. Les journaux e-mail révèlent des discussions de changement de dotation post-acquisition qui élimineraient 40% des positions actuelles. Et ceci, elle glissa un document imprimé à travers la table, est une projection d'économie de coûts qui pourrait être réalisée en éliminant le partage des profits des employés, les avantages complets et les programmes d'investissement communautaires. La pièce tomba silencieuse, sauf pour le son des pages qui tournent, alors que les membres du conseil révisaient les preuves de la trahison de Gregory. L'expression d'Eleanor Chen avait basculé de préoccupation à colère, et même le CFO typiquement réservé avait l'air genuinement contrarié. « Greg, dit Eleanor finalement, pensiez-vous vraiment que vous pourriez négocier la vente d'une entreprise que vous ne possédez pas sans que personne s'en aperçoive ?» La façade défensive de Gregory craqua, révélant le désespoir dessous. « Cette entreprise allait bien avant qu'elle n'arrive, dit-il, gesticulant avec colère vers Sarah. Nous avions des systèmes qui fonctionnaient, des marges de profit qui satisfaisaient les actionnaires, des employés qui comprenaient leur place. Maintenant, tout est chaos. Tout le monde pense qu'il mérite une voix dans les décisions de gestion. Et nous dépensons de l'argent sur des programmes de bien-être qui ne contribuent pas aux résultats nets. » Sarah se leva lentement, puisant dans 6 mois d'expérience en gestion de ses propres réponses émotionnelles pendant des conversations difficiles. « Gregory, puis-je vous demander quelque chose? Dans votre vision de propriété techno-globale, qu'arrive-t-il à Carmen en comptabilité? À Jennifer à l'accueil? Aux 300 familles qui dépendent de l'emploi Nexacor pour payer le loyer et acheter l'épicerie et envoyer leurs enfants à l'université? »« Ce n'est pas mon problème, » claqua Gregory. « Ma responsabilité est de maximiser la valeur des actionnaires, pas de diriger une charité pour des gens qui devraient être reconnaissants d'avoir juste des emplois. » « Et c'est, dit Sarah, exactement pourquoi vous n'êtes plus qualifié pour travailler ici. » Elle se tourna pour adresser le conseil complet. « Mesdames et mesdames, j'invoque mon autorité comme actionnaire majoritaire pour terminer l'emploi de Gregory Hale immédiatement. Sa trahison d'informations confidentielles d'entreprise à des acquéreurs potentiels constitue des motifs de renvoi avec cause, annulant tous accords de sevrance ou clause de non-concurrence. » Eleanor Chen hocha la tête avec approbation. « J'appuie la motion. »
Dans 15 minutes, Gregory Hale avait été escorté du bâtiment par la sécurité, son accès au système d'entreprise révoqué et ses contenus de bureau emballés pour récupération plus tard. Sarah regarda depuis la fenêtre de la salle de conférence, alors qu'il se tenait sur le trottoir, ayant l'air perdu et en colère, probablement pour la première fois de sa carrière, expérimentant l'impuissance et l'incertitude qu'il avait infligées à d'innombrables employés au cours des années. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait triste pour tout le temps et l'énergie qui avait été gaspillée sur le conflit, au lieu de la collaboration, pour tout le potentiel qui avait été dilapidé parce que l'ego d'une personne importait plus à lui que le bien-être de centaines d'autres personnes, mais elle se sentait aussi pleine d'espoir. Avec l'influence destructive de Gregory supprimée, Nexacor pourrait devenir le genre de lieu de travail que son grand-père avait envisagé et dont sa mère aurait été fière, un endroit où les gens se sentaient valorisés et autonomisés à contribuer leur meilleur travail vers des objectifs partagés. 3 mois plus tard, Sarah se tenait dans la salle de pause des employés rénovés, regardant Max aider d'autres enfants de Nexacor avec leurs devoirs pendant que leurs parents finissaient leur journée de travail. Les nouvelles politiques de soutien familial de l'entreprise incluaient garde d'enfants sur site, horaires flexibles et assistance éducationnelle qui rendaient plus facile pour les employés d'équilibrer responsabilités de travail avec devoirs parentaux. Max s'était adapté à leurs circonstances changées avec la résilience de l'enfance, mais Sarah pouvait voir combien plus détendu il était devenu depuis qu'elle ne rentrait plus épuisée et stressée chaque jour. Leur nouvelle maison avait cette cour dont il avait rêvé, et oui, ils avaient eu le chien, un Golden Retriever de sauvetage nommé Charlie, qui semblait comprendre que son travail était de fournir amour inconditionnel et supervision de terrain de jeu. Mais le changement le plus significatif était en Sarah elle-même. 6 mois de leadership lui avaient appris que l'autorité dérivait du service plutôt que du pouvoir, que les meilleures décisions émergeaient d'écouter les gens qui seraient le plus affectés par elles, et que le succès commercial mesuré seulement en termes financiers était ultimement vide et insoutenable. La performance financière de Nexacor avait dépassé les projections dans chaque trimestre depuis le départ de Gregory. Les taux de rétention des employés avaient amélioré dramatiquement. Les scores de satisfaction client avaient atteint des hauteurs records et l'entreprise avait gagné 3 prix pour excellence du lieu de travail et engagement communautaire. Plus important, Sarah marchait à travers le bureau chaque jour voyant des gens qui semblaient genuinement heureux d'être là. Les conversations dans les couloirs étaient animées et productives plutôt que craintives et plaignantes. Les employés restaient tard non parce qu'ils avaient peur de partir, mais parce qu'ils étaient excités par les projets sur lesquels ils travaillaient. Eleanor Chen était devenue non seulement un membre de conseil soutenant, mais un mentor génuin, aidant Sarah à naviguer les défis complexes du leadership corporatif, tout en restant fidèle aux valeurs qui l'avaient motivée à accepter le rôle au début. « Vous savez, dit Eleanor, rejoignant Sarah près de la fenêtre de la salle de pause. Quand vous avez premièrement marché dans notre salle de conseil, il y a 9 mois, je pensais que vous étiez soit incroyablement courageuse, soit complètement naïve. « Qu'est-ce que vous pensez maintenant ?» demanda Sarah, regardant Max expliquer les tables de multiplication à un enfant de 6 ans dont la mère travaillait en développement logiciel. « Je pense que vous étiez les deux, » répondit Eleanor avec un sourire. « Et je pense que cette combinaison est exactement ce dont cette entreprise avait besoin. » Sarah hocha la tête, pensant aux lettres de son grand-père et aux principes de sa mère, et au long voyage d'être virée pour incompétence à être reconnue comme un leader innovant en relation d'employés et responsabilité sociale corporative. « Puis-je vous demander quelque chose, Eleanor? Pensez-vous que j'ai prouvé que je mérite cet héritage? Nexacor est-il devenu le genre d'entreprise que mon grand-père espérait qu'il serait? » Eleanor fut silencieuse pendant un moment, étudiant la scène devant elle, enfants jouant en sécurité pendant que les parents travaillaient productivement, employés collaborant à travers les départements sans peur de conflits territoriaux, une culture de lieu de travail construite sur le respect et
L'objectif partagé plutôt que la hiérarchie et la compétition. Sarah, je pense que votre grand-père serait incroyablement fier de ce que vous avez accompli. Mais plus que ça, je pense que votre mère serait fière. Vous avez pris ces principes et les avez appliqués aux affaires de manière qui honorent à la fois la profitabilité et l'humanité. Alors que Sarah marchait à la maison ce soir-là, elle réfléchit sur la question que Janet Morrison poserait quand elle se rencontrerait la semaine prochaine pour finaliser le transfert permanent de propriété. Qu'avait-elle appris sur le leadership et la responsabilité et la relation entre valeurs personnelles et succès professionnel? Elle avait appris que l'autorité sans empathie était juste de l'intimidation avec de meilleurs avantages. Elle avait appris que les solutions les plus innovantes venaient souvent des gens les plus proches des opérations quotidiennes plutôt que de la stratégie exécutive. Elle avait appris que traiter les employés comme des partenaires plutôt que des ressources n'améliorait pas juste la culture du lieu de travail, cela améliorait les résultats commerciaux de manière mesurable et durable. Plus important, elle avait appris que la meilleure manière d'honorer l'héritage de sa famille n'était pas de le préserver inchangé, mais de l'adapter réfléchiment à de nouvelles circonstances, tout en maintenant son engagement essentiel à la dignité humaine et au bien-être communautaire. La pluie avait arrêté au moment où Sarah atteignit leur quartier et la lumière de fin d'après-midi rendait tout doré et plein de possibilités. Max attendait sur le porche avant avec Charlie, tous deux impatients de partager les aventures du jour et planifier les activités du soir. « Maman, devine quoi? Madame Peterson a dit que son entreprise pense à implémenter quelques-uns des mêmes programmes que Nexacor a. Elle veut savoir si vous seriez prête à parler à son patron de comment ça marche. » Sarah sourit, réalisant que les changements qu'ils avaient faits chez Nexacor commençaient à influencer d'autres lieux de travail à Seattle. Peut-être que c'était comment la vraie transformation arrivait, non à travers des gestes grandioses ou des manifestes révolutionnaires, mais à travers la démonstration patiente, persistante qu'il y avait de meilleures manières de traiter les gens et de meilleures manières de définir le succès. « Je serais heureuse de parler avec le patron de Madame Peterson, » dit-elle, déverrouillant leur porte d'entrée et entrant dans la chaleur de la maison. « Mais d'abord, que diriez-vous qu'on promène Charlie au parc et vous pouvez me dire tout ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui ?» Alors qu'ils se dirigeaient vers le parc du quartier, Sarah pensa à la question qu'elle vous poserait, la personne écoutant cette histoire. Avez-vous déjà vécu à travers ou connu quelqu'un qui est passé par quelque chose de similaire? Un moment où les circonstances vous ont forcé à devenir une version différente de vous-même, quand vous avez découvert des capacités que vous ne saviez pas que vous possédiez? Quand vous avez dû choisir entre accepter la limitation et risquer la transformation? Peut-être avez-vous travaillé pour quelqu'un comme Gregory Hale, qui traitait les employés comme des ressources jetables plutôt que des êtres humains précieux. Peut-être vous êtes-vous senti invisible dans des réunions où des décisions importantes aient été prises sans apport des gens qui seraient le plus affectés. Peut-être vous êtes-vous demandé s'il était possible de construire des organisations qui honorent à la fois profit et principe, à la fois efficacité et empathie. L'histoire de Sarah n'est pas juste sur hériter d'une entreprise ou défaire un mauvais patron ou découvrir des secrets de famille. Elle concerne le courage d'imaginer de meilleures manières de structurer le pouvoir et les relations dans les lieux de travail, les communautés et nos propres vies. Elle concerne se rappeler que derrière chaque décision corporative, chaque changement de politique, chaque philosophie de gestion, il y a de vraies familles essayant de construire de meilleurs futurs pour elles-mêmes et leurs enfants. Elle concerne comprendre que le leadership ne concerne pas avoir des qualifications parfaites ou une confiance complète, mais être prêt à écouter, apprendre et centrer la dignité humaine dans chaque choix que vous faites. Surtout, elle concerne croire que les gens ordinaires, des gens qui ont été virés et ont lutté et se sont sentis impuissants, peuvent créer un changement extraordinaire quand ils reçoivent l'opportunité et le soutien d'appliquer leur sagesse durement gagnée à des problèmes qui importent.
Sarah Thompson a commencé ce voyage comme une mère célibataire désespérée de fournir de la stabilité pour son fils, invisible aux gens qui prenaient des décisions sur son gagne-pain, impuissante à influencer les systèmes qui affectaient sa vie quotidienne. Elle l'a terminé comme un leader dont les innovations dans les relations d'employés étaient étudiées par d'autres entreprises, dont l'approche à la responsabilité sociale corporative commençait à influencer les standards de l'industrie, dont l'engagement à traiter les travailleurs comme des partenaires plutôt que des ressources s'avérait réussi par chaque métrique significative. Mais elle l'a aussi terminé comme quelqu'un qui n'a jamais oublié d'où elle venait, qui comprenait que la vraie autorité vient du service plutôt que du pouvoir, qui mesurait le succès non juste en profit trimestriel, mais dans le bien-être des 300 familles dont les vies étaient améliorées par les choix qu'elle faisait chaque jour. Si cette histoire a résonné avec vous, si vous vous êtes vu dans les luttes de Sarah ou avez été inspiré par sa transformation, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires comme celle-ci. Des histoires sur des gens ordinaires créant un changement extraordinaire. Des histoires sur le courage de défier les systèmes qui ne servent pas la dignité humaine. Des histoires sur la possibilité de construire de meilleurs lieux de travail et communauté et vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui s'est senti invisible ou incompétent par des gens au pouvoir. Quelqu'un qui s'est demandé si leur expérience et perspective ont de la valeur dans des environnements professionnels qui semblent conçus pour différents types de gens. Quelqu'un qui a rêvé de créer du changement, mais a douté de ses qualifications ou capacités. Parce que la vérité que Sarah Thompson a découverte, et la vérité que cette histoire est destinée à nous rappeler à tous, est que la qualification la plus importante pour le leadership n'est pas un diplôme avancé ou des décennies d'expérience ou des connexions à des gens avec influence. La qualification la plus importante pour le leadership est se rappeler ce que c'est d'être impuissant et choisir d'utiliser toute autorité que vous gagnez au service de gens qui luttent encore de manière que vous comprenez de votre propre expérience. C'est une leçon qui vaut la peine d'hériter, qui vaut la peine d'implémenter et qui vaut la peine de passer à la prochaine génération de leaders qui feront face à leur propre moment de choix entre préserver le status quo et risquer la transformation au service de quelque chose de mieux. Merci d'avoir écouté l'histoire de Sarah. Merci de croire que le changement est possible, que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires, et que le courage d'imaginer de meilleures manières de vivre et travailler ensemble est un des héritages les plus précieux que nous pouvons laisser pour nos enfants.